Bonjour à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui d'ouvrir ce deuxième café philosophique avec notre invité Alexandre Brugman, historien, journaliste qu'on a le plaisir de recevoir. Aujourd'hui, le thème du jour, peut-on vivre sans morale? On va en discuter avec vous, donc merci de suivre l'émission. J'ai le plaisir de vous poser la question. Donc aujourd'hui, Monsieur Brugman, est-ce qu'on peut vivre sans morale et est-ce que ça a du sens d'avoir une morale? Je crois que si on regarde un tout petit peu ce qu'on sait de l'histoire, aucune société humaine n'a jamais vécu sans une morale ou une autre. Mais pour étayer ce que je dis, il faudrait d'abord se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'une morale? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Alors, bon, le mot est dérivé d'un adjectif qualificatif latin, morales, qui veut dire qui se rapporte aux mœurs. Donc les mœurs, les coutumes, voilà. Or, il n'y a pas de société sans coutume. Donc, toute société humaine connue, en anthropologie comme en histoire, en préhistoire comme en histoire, toute société connue a des règles de conduite, un ensemble de règles de conduite qui forment des coutumes, des mœurs. Entre parenthèses, il y a des biologistes et des neurobiologistes, entre autres, qui nous font remarquer que, aussi loin qu'on remonte dans l'évolution connue, on trouve des règles d'organisation dès qu'il y a un groupe. C'est même le cas des amibes, figurez-vous. Apparemment, d'après ce que j'ai lu, quand il y a deux groupes d'amibes qui veulent conquérir un territoire donné, chaque chacun des deux groupes se reforme dans une formation quasi-militaire, pour utiliser des termes très humains. Et s'il y en a un qui ne veut pas combattre, qui sort du rang, il est expulsé du groupe. Oui, mais Donc il y a une règle de conduite. oui, mais est-ce qu'une règle de conduite qui harmonise, grosso modo, les rapports entre les gens, qui hiérarchie aussi peut-être le Mhm. pouvoir dans un groupe, Oui, oui. est de la morale? Parce que finalement, la morale n'est pas un système juridique. La morale, c'est des valeurs plutôt, si Oui, j'ai donc compris. des coutumes. Écoute. Des coutumes fondées sur une certaine représentation du monde. Hmm, Juste entre parenthèses, pour en rester encore un tout petit peu dans le préhumain, hmm. chez les mammifères les plus proches de nous, c'est-à-dire certaines sortes de chimpanzés, ou certaines sous-espèces de chimpanzés comme les bonobos, etc., là nous avons effectivement des règles de conduite observables. Donc je crois qu'on n'y échappe pas. Ce qui d'ailleurs indique une chose, c'est que si un homme naissait seul, le mot moral n'aurait aucun sens. Le mot moral a un sens puisqu'il se rapporte à la manière de se comporter. C'est ça les mœurs. Ça a un sens dès qu'on est un groupe. Or, l'être humain est un être né pour être en groupe. Aristote disait un zoon politikon, c'est-à-dire un être social, politique, un être qui participe de la cité, pour utiliser une terminologie beaucoup plus moderne d'ailleurs dans un sens. Et nous voyons apparaître des morales aussi loin que nous pouvons étudier les choses. Tous les groupes ont une morale donnée. Alors, la morale se reflète d'abord dans un domaine magique ou religieux. Les ancêtres nous commandent de nous comporter de telle et telle manière. La référence aux ancêtres est quelque chose qui est commun à toutes les sociétés anciennes, aussi à toutes les mythologies. On imagine qu'il y a eu un paradis
par exemple, où on imagine qu'il y a eu des géants tout-puissants, qui nous ont commandé de nous comporter de certaines manières si nous voulons pouvoir vivre plus ou moins en paix. Oh, Parce que c'est ça, finalement, c'est de ne pas s'entretuer. ouais, donc si on parle de l'histoire de l'humanité, dont vous faites une référence au groupe d'ailleurs, ce qui m'intrigue ou qui m'intéresse, c'est-à-dire que si on imagine les cueilleurs chasseurs, qui peut-être étaient des individus seuls ou qui étaient des mini-groupes de quelques individus, on pourrait s'interroger sur l'existence d'une morale entre elles, je ne vais pas dire par opposition, oui, mais par opposition à des règles de conduite. Mais, excusez-moi, est-ce que la morale, c'est autre chose que des règles de conduite? Oui, c'est bien la question que je me posais, un peu de Alors, parce que, franchise. n'est-ce pas, c'est Mm, là que ça devient très intéressant. mm, Alors, effectivement, on est dans le domaine du religieux, mm. on est dans le domaine du mythe. Dans le domaine du religieux, ça peut aller très très loin, parce que déjà dans le religieux, on édifie des codes très précis. Mhm. Bah, dans nos sociétés, ce qui est le plus connu, c'est les fameux 10 commandements euh, qui apparemment ont été dictés par Dieu. Donc Mhm. on ne peut pas leur échapper. D'ailleurs, bon, ça c'est la tradition juive, judéo-chrétienne, mais dans la tradition juive, ça va encore ensuite beaucoup plus loin, puisque nous avons un livre entier dans lequel on édicte, si je me souviens bien, 163 règles de conduite très 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 précises. C'est le Lévitique. Mm. Et donc, effectivement, il arrive un moment où on réfléchit à ces règles de conduite. Vous avez raison de dire la morale, c'est déjà quelque chose de très étudié, si on veut, dans un sens. Et alors, effectivement, ici en Europe, c'est à peu près au VIe siècle avant Jésus-Christ, 5e siècle. La même chose en Chine, d'ailleurs, c'est à peu près à la même époque, qu'on commence à vouloir donner des fondements intellectuels, fondements raisonnables, rationnels, à ces règles de conduite, à ces mœurs. Bon, c'est le cas chez les Grecs. Et alors, dans notre culture, le premier à vraiment avoir essayé de faire une science de la morale, science qu'on appellera l'éthique, qui est une des disciplines de la philosophie, le premier, c'est Aristote, qui effectivement essaye de donner une base rationnelle aux règles de conduite dans la cité qui, dans le cas particulier, était la cité d'Athènes. Bon. Depuis là, d'ailleurs, beaucoup de philosophes se sont penchés sur cette question et l'éthique est devenue une discipline importante à un tel point qu'aujourd'hui, il n'y a pas de grande entreprise, il n'y a aucune multinationale et il n'y a pas d'office public qui n'ait pas sa commission d'éthique pour décider de ce qu'il fallait faire, de ce qu'il fallait interdire, de ce qui est recommandable, de ce qui ne l'est pas, etc. Alors bon, pour rester dans le monde actuel, par exemple la bioéthique, qu'est-ce qui est permis est-ce que de faire porter son enfant par une autre femme est permis ou non? Et pour donner un cas très simple à comprendre. Euh, donc la morale est quelque chose qui préoccupe toutes les sociétés et qui a beaucoup intéressé la discipline philosophique. Mais Maintenant, j'aimerais mm, tout de suite dire une chose, pardon. Euh, c'est que nous nous apercevons dans l'histoire que toute société ayant une morale, ces morales peuvent se contredire les unes des autres. Et si nous prenons l'expérience toute récente, l'expérience des régimes totalitaires, euh, ils avaient une morale. Il y a une morale nazie, mm, très, 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 très stricte, à un tel point que
si vous ne lui obéissiez pas, vous risquiez jusqu'à la mort. Il y avait une morale nationaliste, populiste, völkisch, n'est-ce pas? Des règles de conduite très 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 précises. Donc, si la morale est finalement une décision ou un processus de décision entre le bien et le mal, nous voyons des sociétés qui optent pour ce que nous appellerions le mal, mais qu'elles appelaient le bien. Donc c'est un sujet finalement compliqué. Alors moi, j'ai envie quand même de vous poser la question, vous, qui serait la suivante, qui est à partir de quand apparaît la notion de bien et de mal? Ah, Voilà, parce que vous me tendez la perche, alors je vous la saisis. bon, je vous dirais dans un certain sens, elle est innée. Je dis dans un certain sens parce que quand vous prenez un nourrisson, vous lui donnez quelque chose à manger, il l'accepte ou il le rejette. Il trouve que c'est bon ou que c'est mauvais. Donc, biologiquement, il y a déjà une décision entre ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. Mhm. Alors, sur un plan intellectuel aussi, il y a des choses que nous aimons, des choses que nous n'aimons pas. Et puis, alors ça, je crois que n'importe qui a eu des enfants, qui a des enfants, euh, peut avoir observé euh, que l'enfant, au début, il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Il est le centre du monde, de son monde. Il n'y a pas d'autre monde pour lui. Et puis à la longue, même assez rapidement, il découvre que s'il fait telle ou telle chose, il provoque des mauvaises réactions. Donc il se comportera davantage de manière à plaire à maman et à papa et à l'oncle, etc. Donc on prend des décisions sur ce qui est bien et mal, probablement sans en avoir trop conscience, déjà tout petit. Oui, mais vous dites quelque chose d'assez intéressant que j'ai jamais perçu, c'est qu'on a une définition généraliste ou globale, on appellerait le bien et le Ah, mal. Or, ce bien et mal, comme vous venez de le documenter, s'applique de manière très distincte en ce qui concerne nos réflexes biologiques, oui, oui. en ce qui concerne la gestion de la société, de ce que ça concerne de la politique ou de la géopolitique, c'est-à-dire nos rapports avec nos voisins, que ça considère encore de nos rapports amoureux, et encore j'en passe. Donc qu'on dit la morale, le bien et le mal, c'est une sorte d'abus de langage ou une sorte de généralisation, on va dire, qui est assez impropre, parce que finalement elle pose tous ces domaines du choix, c'est-à-dire qu'ils s'articulent très différemment parce que ça me convient ou que ça me convient pas de manger une purée, je crois pas que je le décide, ou alors c'est pour embêter ma mère, mais je le décide peut-être pas totalement. Là, il y a des fonctions peut-être biologiques nécessaires à la survie de l'homme. Inversement, de faire le choix pour le bien de la nation de détruire nos voisins procède d'une autre logique qui n'a absolument rien à voir avec des réflexes biologiques. Et encore de courtiser la Ouais, femme ouais. de son voisin ou de Damien qui est ici présent, c'est encore toute une autre affaire. Peut-être que lui est très intéressé, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est des choix Mhm. de comportement ou d'action, de décision qui impliquent des effets et des choix qui sont finalement très différents. Et qui à les confondre, on ne s'y retrouve plus. Voilà, en fait, l'observation que je vous dirais. Oui, vous avez raison. N'est-ce pas, les choses sont très simples si on se situe vraiment à l'intérieur d'une communauté et d'une religion déterminée. Mm. Alors il y a des règles de conduite tout à fait précises sur ce qui est bien, sur ce qui est mal. Euh, Surtout si on croit en un Dieu qui vous a donné des lois et des règles, Mm. donc, ou bien si l'on pense que le monde cessera de tourner si on n'obéit pas à un certain rituel, et si on n'obéit pas à certaines règles rituelles, comme c'est le cas dans le confucianisme, par exemple. Effectivement, l'idée est que
vous savez, ça peut aller encore beaucoup plus loin. Je me souviens d'un anthropologue qui racontait sa rencontre avec un Indien dans l'Amazonie, je ne sais vraiment plus de quelle tribu, mais qui passait sa journée à chantonner une certaine mélodie très particulière et qui expliquait que quand on ne chanterait plus cette mélodie, le monde cesserait d'exister. Ce qui est magnifique d'ailleurs dans un sens poétique, si on peut. C'est très beau. Mais donc, voilà encore quelque chose qui est peut-être la base de la nécessité d'avoir une morale. Chez les philosophes, chez Aristote par exemple, ça s'appellera la recherche du bien suprême. Alors, est-ce qu'il y a un bien universel? Aristote le pensait. Au XVIIIe siècle, au tournant du XIXe, très grand philosophe allemand, Kant le pensait également. Il pensait que la loi morale est en nous. Elle est innée, elle est en nous. Elle nous commande ce que nous devons faire. Il appelait ça l'impératif catégorique. Et il avait cette phrase aussi poétique et magnifique, la loi morale en moi et le ciel étoilé au-dessus de moi. Donc avec cette idée d'un cosmos harmonieux et fini. Malheureusement, nous avons A, la théorie de la relativité, et B, deux guerres mondiales absolument meurtrières. Donc, ni le ciel étoilé au-dessus de nous, ni la loi morale en nous ne nous convainc tout à fait. Hein. Donc, nous sommes vraiment dans une situation, disons, très difficile, parce que nous avons de la peine à définir encore le bien et le mal d'une manière absolue. J'ai un texte qui est le recueil d'une série de conférences données par une grande philosophe allemande, juive allemande, exilée aux États-Unis, qui s'appelait Hannah Arendt. Et ce séminaire qu'elle a donné s'appelait Qu'est-ce que c'est que le mal? Et je vous avoue qu'après l'avoir lu plusieurs fois, je suis gros genre comme devant. Parce que elle n'arrive pas à définir le mal, elle n'y arrive pas. Et si je me reporte à un texte religieux que, en tout cas dans ma génération encore, à peu près tout le monde connaissait plus ou moins, je pense au Nouveau Testament, il y a cette chose extraordinaire, et voilà le Christ qui a introduit dans l'histoire une notion qui n'avait guère cours avant et qui est une notion capitale, le pardon. Le pardon. Parce que seul le pardon permet de mettre fin à un conflit. N'est-ce pas? N'oublions pas d'ailleurs qu'à cette époque-là, et encore beaucoup plus tard, entre familles, et c'est encore le cas aujourd'hui, par exemple au Pakistan ou en Afghanistan, une querelle entre familles se termine toujours par une mise à mort, qui ensuite entraîne de nouveau une autre mise à mort, etc., et ainsi de suite à l'infini. Et seul le pardon permet en fait la paix. Et donc vous avez cette notion extraordinaire du christianisme et on nous présente le Christ comme un ange de douceur, mais le même Christ dit quelque part, ne me demandez plus la référence exacte, je ne me souviens pas, mais c'est dans 2 des évangiles quand il dit qu'il y a des êtres qu'on aurait mieux fait de jeter à l'eau avec une pierre autour du cou, parce que pour eux, il n'y a pas de salut et pas de pardon. Donc, vous avez la notion du mal radical que la philosophie n'a jamais pu accepter.
Parce que dans l'histoire de la philosophie occidentale, en tout cas, Socrate nous explique, enfin Platon quoi, nous explique que le, le, le mal radical n'existe pas. Le mal provient de l'ignorance du bien. Mm. Donc c'est au fond un mal privatif, si on veut, en quelque sorte. Et donc voilà, nous nous heurtons à deux questions. Qu'est-ce que c'est que le bien et qu'est-ce que c'est que le mal? Mais alors nous avons des définitions qui au moins permettent d'améliorer le sort humain et des règles que nous pouvons plus ou moins considérer comme des lignes de conduite universelles. N'est-ce pas ce commandement tu ne tueras point Mhm. que personne n'a jamais respecté, à commencer par Moïse lui-même, ou plutôt par le peuple qu'il conduisait, c'est quand même une règle de conduite utile dans la vie courante, si j'ose le dire d'une manière cynique. Tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, bon, voilà. Euh, ça, ouais, là, on devient quand même un tout petit peu sceptique parce qu'il est clair que le voisin, c'est le membre du groupe. Donc ce commandement nous dit en quelque sorte, tu as parfaitement le droit de violer les femmes de l'autre groupe. C'est une pratique militaire courante. Bon. C'est une pratique militaire absolument courante, comme vous dites. Pas seulement militaire d'ailleurs, mais enfin. Et Oui, mais la question que vous soulevez, c'est finalement, est-ce que l'homme est moral? Parce que il y a une idée, il y a quelque chose qui me dérange totalement, mais c'est pas votre propos. Deux choses. D'une part, on parle de la morale. Aujourd'hui, la morale a un petit peu, je veux dire, une difficulté de citer. C'est-à-dire, permettez-moi de vous oui, comprendre. oui, oui, allez-y. D'un côté, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'un autre côté, j'ai envie de vous contredire. Il y avait un excellent auteur satirique, humoristique, communiste, dans l'Allemagne de l'entre-deux-guerres, qui s'appelait Kurt Tucholsky. Et Tucholsky avait inventé une formule que je trouvais admirable. Il parlait de la moraline, l'acide Hmm. moralinique. Et je trouve que l'acide moralinique, maintenant, a repris vraiment, enfin, se retrouve de nouveau vraiment sur le marché, quoi. Hmm. Si vous regardez toute cette génération, petite partie de génération, mais partie très vocale, qui s'appelle les woke, n'est-ce pas? Et qui prétendent interdire certains mots et qui, par exemple, empêchent de parler des gens dans une Hmm. université parce que ces gens défendent des thèses qui ne leur conviennent pas, Hmm. ou bien qui voudraient nous interdire telle ou telle œuvre du passé parce qu'elle est immorale. Voilà, nous y sommes. Donc vous voyez une espèce de retour non seulement de la morale, mais de la morale la plus absolue. Il y a un philosophe allemand, Gehlen, qui parlait même d'une hypermorale. Et cette hypermorale, vous la voyez réapparaître en force dans les universités américaines et de plus en plus en Europe. Mais si vous voulez, avant de parler de Nietzsche, peut-être on pourrait parler de la dignité. Parce que, vous voyez, Ouais. la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait de la morale? Oui, oui, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, vous voyez, j'ai lu hier un article très intéressant sur la parution dans la prestigieuse et si respectable collection La Pléiade de l'œuvre romanesque de Jean Genet. Euh, Jean Genet en Pléiade, si on nous avait dit ça il y a encore 20 ans, on se serait gratté la tête, n'est-ce pas? Parce que Jean Genet, c'est l'homme de l'inversion de toutes les valeurs, n'est-ce pas? Euh, Son idéal, c'est le condamné à mort parce qu'il en a tué quelques autres. Il fait l'apologie d'un officier nazi, il fait l'apologie du terrorisme, il est antisémite à mort, si j'ose dire, et puis alors,
il s'affiche PD à longueur de ligne. Et c'est un très grand écrivain. Bon, pardon, j'aimerais pas omettre ça. C'est un styliste hors pair. Bon, mais enfin, c'est l'homme de l'anti-morale au sens courant du terme. Mais si vous observez, si vous lisez attentivement, il y a une logique dans sa démarche, qui est la logique de l'anti-morale. C'est encore une morale. Absolument. Mais c'est une morale individuelle, peut-être épouvantable. Moi, je la trouve épouvantable, mais enfin, je le lis. Je le lis quand même parce que c'est un grand écrivain. Là, nous touchons encore à un autre domaine. Oui, mais donc Nietzsche aurait raison. Donc Nietzsche aurait raison quand il prône que la morale, finalement, est une forme d'ostracisme, c'est une forme euh, d'autorité qui empêche l'homme de s'épanouir, de se développer, de vivre. Donc finalement, selon Nietzsche, on devrait vivre au-delà du bien du mal. Bon. Alors peut-être vous pouvez nous documenter un peu Non, il Nietzsche. n'a jamais dit ça. Voilà. Ben, enfin, passons. Au-delà du bien, on doit penser Oui. au-delà du bien et du mal. Il n'a pas dit de vivre au-delà. Oui, vous avez raison. C'est plus C'est compliqué pensé. que ça. Nietzsche est beaucoup plus compliqué. Hein, et en plus, il faudrait quand même alors resituer les choses historiquement. Je me souviens d'une réflexion de Hannah Arendt à ce propos qui faisait remarquer qu'en lisant Nietzsche, on se rend compte à quel point la morale s'était aplatie à son époque. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, quand Kant parle de la loi morale en moi et du ciel étoilé au-dessus, il y a une grandeur. Il y a une grandeur. Tandis que dans le monde de Nietzsche, qui était aussi celui de Flaubert, par exemple, j'aimerais vous rappeler la formule de Flaubert, qui était évidemment un bourgeois, n'est-ce pas? Mais il y a cette fameuse phrase: je nomme bourgeois tout ce qui pense bassement. Et nous vivons, et ça c'est nietzschéen aussi, c'est vraiment nietzschéen, nous vivons une époque de petits, Marx aurait dit des petits bourgeois, quoi. La morale petit bourgeois, c'est-à-dire le gargouillis des ménages. Je ne sais pas comment qualifier C'est ça. joli ça, le gargouillis des ménages. Oui, c'est vrai, de l'eau tiède, Ouais. quelque chose. Ce n'est plus. C'est pas une morale de grandeur. C'est, ça se fait pas. Ça ne se fait pas, n'est-ce pas, la fameuse formule. Donc, ce contre quoi Nietzsche s'érige, c'est contre un christianisme complètement sentimentalisé. Pensez à Saint-Sulpice. Hein. Voilà, Nietzsche est un contemporain de Saint-Sulpice, n'est-ce pas? Comment peut-on aimer Saint-Sulpice? Comment peut-on aimer ce christianisme sentimental, affadi, qui n'a en rien celui de Bernard de Clairvaux, pour prendre une époque, enfin, pour prendre un des chantres des croisades, etc., ou le cri, qui est celui des cathédrales, avec leur élan vers quelque chose de Absolument. supérieur, de divin. Et au fond, chez Nietzsche, vous avez le même élan, seulement dans un monde sans Dieu. Nietzsche ne dit pas qu'il faut tuer Dieu. Il constate que dans le monde dans lequel il vit, Dieu n'est plus efficace, n'est plus agissant. Et alors, évidemment, quand vous pensez aux évangéliques aujourd'hui, eux ont une morale très stricte, n'est-ce pas? Très claire. Très, très, très claire, évidente. Encore qu'ils ne l'appliquent probablement pas, parce que si je m'en reporte au Lévitique, ils aiment beaucoup citer le Lévitique, qui dit qu'un homme qui couche avec un autre homme est une abomination et qu'il faut le mettre à mort. Voilà. Oui, bon. Et alors, vous avez ça dans le Lévitique, mais vous avez aussi dans le Lévitique qu'il faudrait lapider des adultères. Or, le nombre d'évangélistes adultères est difficile à évaluer. Ça, ils oublient de le citer. Et puis le fait que la plupart des règles du Lévitique se rapportent à la notion du sacrifice, ça, ils l'oublient aussi. Oui, parce que ça faisait aussi partie de la morale.
oui. des sacrifices Oui, oui. à un dieu ou à des dieux, etc. Oui, mais donc, Et, finalement, quand je vous lis, quand je lis vos pensées comme ça, quand on entend vos pensées, ce que je comprends de notre monde occidental, c'est qu'aujourd'hui, on ne conteste pas la morale, on conteste la morale de la société. C'est-à-dire, on réfute que des instances religieuses ou étatiques définissent les comportements des individus. C'est pas la morale en soi, mais c'est plutôt le fait qu'il existe une morale instituée, on peut l'appeler comme on veut, mais qui obligerait les gens à se départir d'une partie de leur mhm. personnalité ou de leur pulsion ou de leurs souhaits au profit d'une collectivité ou d'un groupe ou même d'une image de la société. Donc ce serait le symptôme d'une forme d'hédonisme, chacun pour soi, dans le meilleur des mondes. Alors, on entend beaucoup ça, c'est-à-dire qu'on entend beaucoup qu'aujourd'hui, notre société est une société de règles, ok, très bien, mais que des morales, il y en a autant qu'il y a de gens, et que finalement, cette société est en perdition, ou qu'elle serait une société décadente, qui ne partagerait plus de valeurs morales communes. C'est un gros problème. N'est-ce pas? Là, vous posez tout, en fait, tout le problème de l'universalisme. Est-ce qu'il y a des règles? Bah, prenons les Mm. droits de l'homme, bien Mm. sûr, enfin, ce qu'on appelle les droits de l'homme. Est-ce qu'il y a des règles qui sont valables partout et pour tout le monde? Euh, c'est évidemment un sujet extrêmement Mm. complexe. Je crois que, alors là, je vais parler d'une manière très nietzschéenne, même si c'est une illusion, je pense que c'est une illusion très utile et très bonne pour Mm. l'humanité. Évidemment, je pense à Barbara Cassin, une philosophe française de la langue, une linguiste, une grande linguiste en particulier. Il y a une formule de Barbara Cassin qui m'est restée en mémoire quand elle dit l'universel est toujours l'universel de quelqu'un. Mm. Elle met le doigt sur le problème. Mais je dirais quand même que même si c'est une illusion nécessaire. Euh, il doit y avoir quand même, par exemple, je comprends très bien que pour bâtir un empire, beaucoup de choses sont possibles et faisables. Mais le statut des Ouïghours en Chine est-il compatible avec une notion du bien? Peut-être, mais en tout cas pas avec la mienne, avec la nôtre. Mm. Donc, d'une certaine manière, nous devons croire, nous devons définir un certain bien, même si nous ne savons pas s'il a une signification dans l'absolu. Mais si nous nions tout absolu, si nous arrivons à un relativisme total, euh, nous permettons tout et son contraire. Et ça, c'est pas possible. Parce que, n'est-ce pas, s'il n'y a plus au moins un fondement du bien qui soit valable à Tombouctou et à Nanjing aussi bien qu'ici, euh, bon, ben, le génocide du Rwanda, on s'en fout. Euh, voilà, c'est en fait, si je mets en termes très crus des choses, c'est exactement ça. À ce moment-là, pourquoi pas de chambre à gaz? S'il n'y a pas de bien universel, bon, bah voilà, mon voisin me déplaît, je le fous par la fenêtre. Euh, donc, il y a la nécessité quand même de définir une morale. Bien des valeurs Oui, supérieures pour lesquelles les sociétés, les individus chemineraient ou s'en voilà, tiendraient. qu'il y aurait au moins un Voilà. Il y en idéal. a vraiment un idéal. Voilà. Si on et cet idéal ne peut pas être purement égoïste ou purement nationaliste. Oui, mais vous pensez, d'accord, mais vous pensez que vraiment on peut s'en tirer avec ça. Je vais être un petit peu Oui, concret. oui. Vous avez parlé de la bioéthique. Je prends un exemple fortuit qui n'était pas dans mon idée au départ. Alors aujourd'hui, il y a des scientifiques qui disent non, non, mais il faut faire des recherches, il faut avancer dans les recherches génétiques et le développement
de toutes sortes de programmes de recherche avec la génétique. C'est de l'avenir de l'humanité, on doit évoluer, etc. Puis il y a Mhm. des gens qui disent non, non, mais vous voulez aller où avec cette science? Enfin, quel est votre objectif? Non, c'est impossible. On ne peut pas accepter certaines formes de recherche, de clonage sur. Alors, si vous vous placez du point de Euh, vue de la morale, oui, oui. qu'est-ce qui serait utile au groupe? Vous n'avez pas la réponse. Elle serait plutôt pour les scientifiques qui pousseraient la recherche sans limite. Et puis il y a d'autres qui diront non, non, là vous dépassez des valeurs incarnées, qui sont les valeurs du bien. Finalement, vos recherches menacent en fait, en quelque sorte une certaine représentation de l'homme basée sur une, une liberté, je ne sais pas quoi. Donc ces recherches-là mettent en péril une qualité de la société. Comment vous faites pour choisir? Comment vous pouvez traiter ce sujet? Et je pense que c'est impossible de le situer sur le plan où vous le situez, Hmm, factuellement. hmm, Pour une raison très simple. Le besoin de savoir et de connaître est une des impulsions les plus fondamentales de l'homme. C'est une impulsion sans laquelle nous serions encore chasseurs-cueilleurs, quelque part au fond d'une forêt dense, voilà. Et c'est une impulsion absolument vitale et c'est en plus une volupté. La volupté intellectuelle dont tant de scientifiques ont parlé et dont d'ailleurs des philosophes ont aussi parlé. Le plaisir de trouver, d'aller plus loin, etc. C'est un instinct qui n'est ni positif ni négatif. Il est simplement là. Alors ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue factuel, quelles que soient les règles que vous édictez, la recherche sera faite. Il est impossible de l'arrêter. Tout ce qui peut être connu sera progressivement conquis, millimètre par millimètre, centimètre par centimètre. Alors vous pouvez, par exemple, le clonage humain, qui paraît-il serait techniquement déjà faisable, mhm, est interdit partout. mhm. Je vous jure qu'il sera, s'il n'est pas déjà, d'ailleurs il l'a été en Chine, n'est-ce pas, il y a eu un cas, bon, enfin, euh, semble-t-il, pardon, c'est pas avéré, mais ça va être fait. Alors, reprenons une Alors moi question. je trouve ça extrêmement regrettable, personnellement, je trouve ça effrayant, voilà. Euh, mais exactement comme le séquençage génétique, on en voit aujourd'hui toute utilité, c'est même indispensable, n'est-ce pas? Et ça se fait aujourd'hui d'une manière extraordinaire, puisque quand apparaît une variante d'un virus, en quelques jours, on peut On peut déterminer réagir. où se situe le point de variance, etc. C'est extraordinaire. Dans le même temps, ça permet évidemment tout, et c'est ça qui a été pratiqué en Chine, effectivement, de remplacer un gène avant de réimplanter un fœtus, ou ce qui deviendra un fœtus, quoi, le point de départ d'un embryon. Euh, Maintenant, vous pouvez effectivement faire ça. Vous pouvez complètement changer les. Complètement, non, non, vous pouvez changer de manière majeure un certain nombre de gènes. Euh, alors évidemment, ça pose toutes sortes de problèmes qui ne sont pas seulement éthiques, qui sont aussi des problèmes pratiques, parce que, par exemple, dans le clonage, qui se pratique déjà, par exemple dans l'industrie équestre, n'est-ce pas? On a déjà cloné des fameux étalons reproducteurs. Et apparemment, ça marche. Mais ça marche pendant quelques années. Maintenant, nous n'avons aucune idée des conséquences à terme, à moyen terme, à long terme. Par exemple, le premier mouton qui a été cloné, enfin, Dolly, la fameuse Dolly, si j'ai bien compris, on s'est rendu compte que
on avait cloné quelque chose de déjà un tout petit peu trop âgé. Alors apparemment, on n'était pas en très bonne santé. Enfin, ben, bon, voilà, il y a eu des problèmes. Et quels sont les effets à long terme? On n'en sait strictement rien et on n'en sait pas grand-chose non plus, évidemment, puisque ça n'a pas été vraiment fait sur le plan génétique. Mais ça va être fait tôt ou tard. Mais je pense, vous avez raison, évidemment, on peut se situer sur un plan moral et dire il ne faudrait pas. Mhm. Maintenant, a-t-on raison? A-t-on tort? L'autre question, c'est est-ce qu'on peut revenir Non. sur, sur des expérimentations? On l'a très bien vu avec la bombe atomique. Bien sûr que ça posait à un moment donné Mm. euh, une question de survie militaire ou ce qu'on veut entre des partis opposés, les Allemands, les Européens, les Américains, il y avait une course à la bombe suprême et les Américains se sont attachés les meilleurs scientifiques allemands qu'ils ont pu récupérer, entre autres, et puis américains, et On puis croit. on croit N'oubliez probablement. pas Pelle. Oui, et puis ces gens, pour certains d'entre eux, se sont clairement exprimés en disant aujourd'hui je regrette. Ça va Ah, mais contribuer à l'érection d'une arme foudroyante et totale, oui, Oppenheimer, par par exemple. exemple. Mais vous avez d'un autre côté Teller qui était ravi jusqu'au bout. Hmm, Le même Teller qui, d'ailleurs, quand l'explosion a eu lieu à quelque distance, mais pas si loin que ça, hmm. s'est allumé un cigare à la chaleur de ce qui arrivait. Donc, voilà, on ne connaissait pas encore vraiment les effets des retombées radioactives, sur lesquelles on écrit d'ailleurs beaucoup de choses qui ne semblent pas très exactes. Mais enfin, ça c'est une autre affaire encore. Voilà, nous rentrons de nouveau dans les sujets de morale. Oui, oui. Les centrales nucléaires, parce qu'il est absolument évident que c'est le seul moyen Énergétique, oui. énergétique connu, très efficace, qui ne produisent pas de CO2. Mhm. Donc écologiquement, du Ce point de serait vue une du bonne climat, ce serait une bonne chose. Mais la sécurité et le traitement des déchets. le traitement des déchets, voilà. Voilà. Donc vous avez toujours des questions qui sont à la fois pratiques et morales. D'ailleurs, entre parenthèses, l'éthique en philosophie, puisqu'il faut classer les choses, Hmm. fait partie de la philosophie pratique, Tic, ouais. puisqu'elle a affaire à quelque chose qu'on doit appliquer. Mhm. Ouais. Non, non, vous avez raison, ces questions morales On par a. rapport à la science se posent, mais je, je crois que comme dans beaucoup de domaines, les impulsions humaines sont plus fortes que les Non, raisonnements. non. Ce Mais qui d'ailleurs nous ramène à un autre problème de la morale, mhm. n'est-ce pas? Je me souviens, bon, des circonstances. Est-ce que tout est toujours vrai dans toutes les circonstances? Autant, ça. Et comme j'ai eu l'occasion de vous le raconter, j'avais une très vieille femme prof dans mon adolescence qui venait de Hambourg et qui, dans une discussion sur la morale, tout à coup a pris la parole en nous disant en 45, on vivait dans une maison ruinée, dans une pièce non chauffée, sans fenêtre. Mon père était alité avec une bronchite grave. On n'avait rien à manger. Je suis allé près de ce qui restait de la gare et j'ai volé du charbon et du pain. Est-ce que j'ai fait le mal? Et je me souviens, j'avais 15 ans à l'époque, mais je me souviens que ça m'a vraiment pris à la gorge parce que moi, petit-fils privilégié, petit bourgeois, bien nourri, euh, voilà, j'arrivais pas à m'imaginer ce que c'est. Et effectivement, est-ce qu'elle a fait le bien ou le mal? C'est des grandes questions, ça. Oui, mais là, vous posez un problème qui est intéressant, qui est un problème de contexte. C'est-à-dire, finalement, est-ce que l'être humain, dans sa plus grande fragilité ou dans une situation de pauvreté absolue, peut discuter de morale? C'est-à-dire, est-ce que la morale n'est pas par défaut euh,
le produit d'une société riche qui se construit, qui se veut puissante, qui se veut entre autres organisée, peut-être pacifiée aussi, et qui tente à donner des raisons à tous ces choix. Mais vous savez, pardon, je ne sais pas si vous avez raison, parce que un groupe qui chaque jour doit trouver de quoi manger, de quoi pouvoir s'abriter de la Mhm. pluie, de l'orage, du froid, etc., a besoin d'une morale. Au contraire, donc un groupe qui n'est pas du tout aisé, qui n'est pas du tout privilégié, il est obligé d'avoir une notion de partage, une notion de solidarité. Alors, ce partage ne sera probablement pas égalitaire parce que, comme nous le savons, toutes les sociétés anciennes, ou dites qu'on disait dans le passé primitif, encore plus, sont hiérarchisées. Mhm. On le pense, enfin. Pas toutes de la même manière, d'ailleurs, mais enfin, en principe, il y a un haut et un bas, hein, voilà, social. Mais il est clair que même le dernier des derniers, même le plus humble des esclaves, doit être nourri et abrité. Mhm. Donc, il y a une règle de conduite, alors une morale ou une autre. Morale qui peut-être permet l'esclavagisme, mais c'est une morale quand même. Oui, mais j'aime bien votre exemple. Parce que quand je pense à ce que vous dites, je me dis, prenons la situation, la politique européenne en matière d'accueil des émigrés. Ah, Alors, je vous prends au mot, je veux dire, oui, alors, il y a une morale, et on la partage tous. On devrait partager son pain avec le vagabond, le pauvre, le malheureux, la victime de la guerre, etc. Nous, on arme des bateaux ou alors on donne des mandats pour des centaines de millions à des institutions pour, si ce n'est pas jeter les migrants à la mer, les parquer dans des îles ou dans des hum, endroits où on essaie de se les redistribuer. hum, Bon, certains pays aujourd'hui, peut-être le Danemark, veut d'ailleurs plus rentrer dans cette marchandage et on entend clairement avoir une politique de renvoi des migrants ou des demandeurs d'asile, moyennant des avantages financiers, sur les pays voisins. Ne serait-ce que l'Europe fait la même chose avec la Turquie, je crois, etc. Où on fait un marchandage de notre morale. On dit, oui, oui, sur le principe, on est d'accord, mais alors surtout pas nous. Et nous, on est prêts à mettre beaucoup d'argent pour trouver une solution avec ceux qui seraient intéressés par notre argent. Alors, je la fais courte, évidemment, il y a d'autres enjeux probablement géopolitiques là derrière. ouais, Mais on peut quand même être affecté de notre oui, capacité oui. à, à déjouer notre morale ou à... Alors, vous savez, vous avez parfaitement raison. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre impératif moral qui est celui de transmettre et de maintenir une certaine cohérence sociale Mhm. dans nos sociétés? Et là, malheureusement, j'ai pas la citation sous les yeux, mais je pense à un magnifique discours de quelqu'un qu'on ne peut pas accuser euh, de ne pas connaître le monde et encore moins d'avoir été ou de droite, ou comment on dit, c'est Claude Lévi-Strauss. Mhm. Donc, très très grand anthropologue, discours à l'UNESCO. Et dans ce discours, il constate que c'est très bien d'avoir un esprit d'ouverture et que les cultures très bien peuvent se féconder les unes les autres, à condition de ne pas être trop près des unes des autres. Il le dit, C'est intéressant je d'ailleurs. crois presque dans ces termes, Mhm. il dit qu'on ne doit pas mélanger nécessairement si on ne veut pas, et alors ça, il est très explicite là-dessus, si on ne veut pas aboutir à une multiplication de produits triviaux, d'une banalité totale, Mhm. qui ont perdu toute saveur et tout contenu intellectuel.
De la manière dont il le dit, on comprend d'ailleurs très clairement qu'il parle d'un certain nombre de publications, Mhm. de productions qui se veulent artistiques, Mhm. etc., et qui, à ses yeux, ne représentent plus rien. Mhm. Et nous avons cette très grande question, est-ce qu'on peut admettre, au-delà d'une certaine proportion, Mhm. de gens qui proviennent de civilisations totalement différentes? Est-ce qu'au-delà d'une certaine proportion, nous ne nous engageons pas dans un processus d'autodestruction? Mhm. C'est aussi une question morale, parce que la fidélité à une civilisation n'est pas nécessairement un mal. Euh, Je vous suis, oui, tout à fait. donc, évidemment, on peut aussi encore ajouter autre chose, qui est que, vu l'évolution démographique, notamment du continent africain Mhm. et du sous-continent européen, je rappelle que, comme le notait Valérie, l'Europe est simplement un promontoire de l'Asie. Mhm. L'Europe n'est pas vraiment un continent. Mais Mhm. enfin, bon. Mais donc en Europe, il y a un déficit démographique évident, un vieillissement de la population évident. En Afrique, même si sans doute le processus est déjà en train de se ralentir, il y a un surplus démographique Mhm. absolument formidable que même une bonne croissance économique n'arrive pas à rattraper, Mhm. n'arrivera pas. C'est une illusion. Donc, quelque part, le surplus Mhm. doit aller quelque part. Mhm. Et comme l'horreur, comme la nature a horreur du Du vide, vide, ouais. ça vient naturellement en Europe. Mhm. Donc, il est probablement illusoire de pouvoir arrêter ce processus, mais on peut essayer de le canaliser dans une certaine mesure. Alors, c'est une autre morale. Et ça nous amène à cette distinction que faisait ce grand penseur politique et social qui était Max Weber, il distinguait entre une éthique de conviction Mhm. et une éthique de responsabilité. Unité. Alors la conviction, moi je connais le bien et le mal, Mhm. et je l'applique dans toutes les circonstances. Euh, L'éthique de responsabilité, les Anglais, non, les Américains, enfin les Anglo-Saxons, comme on dit, appellent ça le conséquentialisme. C'est qu'avant de prendre une décision, je dois penser aux conséquences. Conséquence. Donc, je peux prendre une décision qui va contre ma conviction Mhm. parce que Les effets. Hein. les effets à terme pourraient être encore pires si je suivais ma conviction première. Ce qui me rappelle d'ailleurs la formule très juste de Raymond Aron, Mhm. que la politique n'est jamais le choix entre le bien et le mal. Mhm. La politique, c'est en général le choix entre le mal et le pire. Il n'y a pas de bonne solution Tiens. définitive. Chaque solution apporte en germe déjà le problème suivant. Et si j'applique une éthique de conviction, je dis il faut accueillir tous les migrants. C'est ce que dit par exemple Mhm. Barbara Cassin, que je citais tout Ouais. à Mhm. l'heure, et qui a été jusqu'à faire des reportages au bord de la Manche, etc., auprès des migrants. Euh, Elle est arrivée, elle a abouti à cette conclusion. Je ne suis pas sûr qu'elle ait raison. Je ne suis pas sûr que l'Europe, qui se porte déjà pas tellement bien, supporterait des doses encore plus fortes d'immigration au taux actuel. Cela dit, maintenant, par exemple en Allemagne, quand Frau Merkel, probablement pour pallier au manque visible de main-d'œuvre à venir,
a accueilli 1 million de réfugiés, ou à peu près, il y a quelques années. Bon, l'Allemagne a mis sur pied énormément de choses pour la formation, Mhm. etc. Et en plus, elle a quand même, au fil du temps, été un peu sélective. Il y a des gens qui ont été renvoyés, Mhm. etc., etc. Mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Mais dans la même Allemagne, vous avez des problèmes avec une grande communauté, je crois que c'est 4 millions, qui est là depuis beaucoup plus longtemps, Mhm. de travailleurs turcs. Et là se posent des problèmes, n'est-ce pas? Parce que leurs mosquées sont financées par la Turquie. Ils sont organisés et probablement espionnés de manière Mhm. continue par le gouvernement turc. Il y a des problèmes entre les Turcs et les Kurdes de Turquie Mhm. qui sont en Allemagne, en Suisse aussi d'ailleurs. Il y a beaucoup de Kurdes en Suisse. Et, euh, et alors, bon, l'Allemagne a par exemple été obligée, il y a très peu d'années, d'édicter une loi pour interdire des mariages forcés, Mhm. etc. Parce que euh, N'était pas compatible avec notre morale pour faire c'était ça. pas Compatible. compatible. Oui. Alors le truc habituel, c'était de partir en vacances et puis de marier sa fille en Ouais, Turquie, sa ouais. fille de 14 ans par exemple, à un bonhomme de 50, voilà pourquoi pas. Oui, mais là, Donc voilà, donc là, il y a des problèmes de... oui, mais là, on touche le problème de départ. C'est est-ce qu'il peut y avoir une morale universelle Voilà, c'est ça. quand les conduites Hmm. sont dictées par toutes sortes d'impératifs Hmm. sociaux ou culturels qui sont différents, Qui sont qui sont différents. différents. Et on ne peut pas simplement faire le raccourci de dire finalement ces communautés étrangères ou ces sociétés étrangères, elles n'ont qu'à être au même degré Non, de compétences que les nôtres et finalement fonctionner comme nous selon les mêmes ouais, codes de conduite. yes and no, parce que, écoutez, prenez par exemple je crois qu'on appelle ça Hmm. l'hystérectomie, hein, Oui. euh, est-ce que nous devons admettre ça parce que c'est pratiqué d'une manière très ancienne dans certaines sociétés, c'est d'ailleurs pré-islamique, Hmm. Non, c'est pas, c'est plutôt tribal. Ou, ouais, voilà. ouais. Est-ce que nous pouvons admettre cette horreur? On ne peut pas admettre cette horreur de mon point de vue, mais c'est toujours évidemment notre morale, de notre point de vue à nous. Mais Et est-ce que ce n'est pas quelque chose d'universel que d'essayer de promouvoir le statut des femmes? oui, tout à fait, je vois aucune Euh, objection à ce que vous dites. Moi, c'est là que je dis que même si c'est illusoire, c'est une illusion utile et nécessaire. Alors, je vais un peu plus loin dans votre raisonnement. Aujourd'hui, alors je vous suis tout à fait sur le champ dans lequel vous m'emmenez. Aujourd'hui, et dans quelques jours, il y aura la grève des femmes. Aujourd'hui, une partie de la population, je sais pas, oui, partie de la population suisse féminine disent aujourd'hui en Suisse, c'est inacceptable, c'est immoral de voir que nous qui sommes absolument d'un genre égal au Hmm. genre masculin, sommes traités de manière différenciée sur le plan économique, etc. Du point de vue de la morale, elles ont totalement raison. Elles ne Ah, sont pas différentes des hommes, elles ont une fonction oui, biologique oui, salutaire d'ailleurs pour la société, hein, oui. point de discussion, mais de facto, dans les coutumes ou dans les pratiques économiques ou dans les pratiques sociales, elles sont minorées. Point barre. Alors, on a des lois Ouais, d'égalité, on ouais. ne les applique pas. Alors, c'est une question morale, mais c'est une question morale qui va d'ailleurs au-delà. C'est finalement derrière cet état de fait, Il y a comment il y a des raisons qu'on ne veut pas voir, ou qu'on ne veut pas exprimer, ou qu'on ne veut. la tradition, les habitudes, puis les intérêts économiques, Bah, évidemment. évidemment, Bon, c'est oui, sûr. oui. Et puis finalement, quand on parle de ça, alors qu'est-ce que ça coûterait de mettre ça à jour? C'est-à-dire d'être Oui. cohérent avec notre Non, morale. bah, écoutez, je vous dirais que c'est un processus historique normal.
aucun processus n'est immédiat. Mhm. Et si vous comparez, elles ont parfaitement raison de faire, Mhm. enfin, elles ont Ouais. parfaitement le droit de faire la grève, Ouais. pourquoi pas. C'est, vous voyez, c'est c'est comme les gay pride. Mhm. Au fond, pourquoi? Et puis pourquoi pride? Mais d'un certain point de vue, non, ce qui peut être excessif, les choses ne bougeraient jamais. Absolument. Et alors évidemment, on peut sourire quand on pense à certains, puisqu'il n'y a plus un mouvement féministe, il y en a 36 000, Mhm. n'est-ce pas, qui se chamaillent même les unes avec les autres, mais enfin, mais si vous repensez au combat des féministes de la Mhm. fin du 19e siècle, du début du 20e, au courage de ces femmes combatives qui risquaient la tôle, la torture même, etc., c'est, ça avait quelque chose d'extraordinaire, ça avait quelque chose d'admirable, et puis évidemment, alors vous pouvez évidemment trouver un peu dérisoire certaines des luttes contemporaines, mais sans, sans tout ça, les choses ne bougeraient jamais. Une évolution lente, mais il faut quand même, même mon ancienne camarade d'université Ruth Dreyfus, Mhm. avec qui je m'entendais très bien, enfin bref, mais elle serait d'accord que ça va mieux aujourd'hui que dans le passé, n'est-ce pas? Il y a un progrès constant, non pas constant, par petits sauts successifs, et c'est bien de faire une grève, de rappeler que c'est pas encore l'idéal. Alors, bon, aujourd'hui, nous avons en Suisse déjà un certain nombre, petit, toute petite proportion, mais quand même sans cesse croissante de femmes dans les conseils d'administration. On en a beaucoup moins, curieusement, dans les étages de direction. Mhm. Mais là aussi, il y a un nombre croissant de femmes. Et en général, d'ailleurs, elles sont archi compétentes, ce qui me rappelle une magnifique formule que disait de sa merveilleuse voix charmeuse, François Giroud, Mhm. qui est une des premières femmes à faire vraiment une grande carrière en France, n'est-ce Mhm. pas? Et François Giroud avait cette formule extraordinaire. Vous savez, j'ai rencontré beaucoup d'hommes à haute responsabilité qui étaient incompétents. Alors, l'égalité sera faite au jour où il y aura des PDG femmes Compétent. incompétents. Oui. Et j'ai toujours trouvé que c'était assez bien vu, parce qu'effectivement, les femmes que j'ai eu l'occasion de voir, qui avaient vraiment des hautes fonctions, étaient, j'ose dire, meilleures que les hommes. Voilà, tout Mais ça. j'aimerais vous. Mais cela dit, entre Ouais. parenthèses, ça c'est, vous voyez, là nous arrivons à une autre question. Est-ce que c'est une question morale? Oui, d'une certaine manière. Vous voyez, par exemple, mon ami Martin Braunschweig-Graf, une femme qui a fait carrière, hein, Mhm. euh, a toujours été fortement opposée au système des quotas. Mhm. Parce qu'elle disait, elle dit toujours que s'il y a des quotas, on dira toujours qu'une femme n'est à tel poste que parce qu'il y a Il y a des un quotas, quota. alors qu'en fait, devrait y parvenir par ses mérites. Il y a d'autres femmes qui disent tout ça c'est très bien, mais sans les quotas on n'arrivera jamais à rien. C'est par exemple le système américain, aussi la Mhm. discrimination positive, enfin tout ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qui est plus moral? Comment décider? Bon, Oui, comment décider? et moi, bon, ne me permet pas de me prononcer. Je pense qu'il est aux femmes de décider. Bon, Oui, et puis d'accepter leurs décisions. et d'accepter, mais vous avez raison, le principe est là, le principe moral est là, il n'y a pas de raison de discriminer.
Notamment sur le plan salarial, vraiment, on se demande, Quelle est la vertu de cette... ouais, on se demande vraiment si, c'est une quelconque utilité, oui. Sociale en tout cas. Mais moi, je ne voudrais pas vous abandonner avant qu'on aborde la question de la responsabilité. Mais là, quand on parle de ça, à propos de la morale, je pense à Sartre. On n'a pas parlé de l'existentialisme. Parce qu'en fait, on est parti d'une sorte de morale ou enfin, de la fonction de la morale et ouais, puis d'une sorte de vision, on va dire, universaliste, mais aussi spirituelle de la morale. Et puis, il y a quand même des gens, comme des existentialistes, qui ont dit finalement, chacun est responsable de ses actes, mais aussi est responsable probablement de la morale qu'il défend, des croyances qu'il fait, et puis des comportements dans ses mœurs, dans ses avis, dans ses relations aux autres, aux relations au monde, qui supposent qu'il ne suffit pas tellement d'avoir une pensée, mais il faudrait peut-être aussi en emporter la responsabilité. bon, ils ne sont pas les premiers. Mhm. Je veux dire, le concept de Mhm. responsabilité fait partie de la morale depuis très longtemps. Et puis, juste entre parenthèses, ça soulève également, évidemment, la question des relations entre la morale et le droit, Mhm. puisque le droit aussi définit des Et responsabilités, bon, il est même absolument. fondé là-dessus. Et c'est une question évidemment très complexe, parce que on peut se poser la question si quelquefois le droit n'est pas carrément immoral. Mhm. Enfin bref, ce sont des questions très très complexes sur lesquelles je ne m'aventurerai pas, je suis vraiment pas compétent. Mais alors bon, la morale sartrienne, j'aimerais juste rappeler, par exemple, le libéralisme a aussi une morale. Euh, et l'existentialisme part donc de l'idée, enfin, chez Sartre, en tout cas très clairement, qu'il n'y a pas de nature de l'homme, Mhm. n'est-ce pas? Par opposition à Kant, par Et il exemple, n'y ouais. a pas d'essence. Ouais, de l'homme, ouais. Voilà, l'existence précède l'essence, Mhm. par Sartre. Bon. Et que donc chaque homme doit se fabriquer, ce qui tiendra lieu d'essence, enfin. D'où cette notion ensuite d'engagement. Mhm. Je suis obligé de m'engager pour une cause, etc., etc. Donc, la morale, j'en suis entièrement responsable, euh, parce que je suis responsable vis-à-vis de l'autre, Mhm. des autres, etc. Ce qui amène d'ailleurs une certaine doctrine de l'engagement politique, etc. Juste entre parenthèses, il y a d'ailleurs sur le plan de l'homme Sartre, contradiction extraordinaire. J'ai vu récemment, je n'avais jamais lu Situation de Sartre, Situation avec S, c'est un titre, hein, Mhm. euh, où l'on découvre un Sartre, je dirais presque poétique. Mhm. Il y a des descriptions de New York, de sa découverte de New York. Il y a des passes sur Venise qui pourraient presque être de Bolmoran, pour Mhm. dire quelque chose de parfaitement abominable, parce que, bon, Sartre et Morand, c'est vraiment pas tout à fait le même bord, si j'ose Mhm. dire. Morand était carrément fasciste, enfin bon, mais un grand écrivain de voyage. Et donc, probablement que Sartre a eu pas mal de combats intérieurs, plus qu'on pourrait en penser si on s'en tient à ses seuls écrits théoriques. Et mais est-ce que ça, vous voyez, je crois que Sartre se trompe dans sa définition de l'homme, mais là, ça nous amène dans un autre domaine qui est celui de la neurobiologie. Mhm. Nous sommes quand même très fortement déterminés à la naissance. Et encore plus fortement déterminés quand nous avons 2, 3 ans.
Je renvoie au livre de Cyrulnik sur ce plan-là. Je renvoie à l'immense neurobiologiste qui est Antonio Damasio, dont Mhm. d'ailleurs j'ai vu qu'il vient d'y avoir une re- republication en France de Sentir et penser. Je crois que ça a été traduit comme ça. Euh, la neurobiologie nous montre très très clairement que, que la génétique est importante, et pas seulement la génétique, mais l'épigénétique, c'est-à-dire aussi les apports ultérieurs par l'éducation, etc., etc. Euh, alors, je ne sais pas si un être à 7 ans ou 8 ans est déjà un être engagé, qui a fait ses choix, etc. Tout ce pathos existentiel de Sartre. Mais en tout cas, il est déjà très fortement déterminé. Et les choix qu'il fera ultérieurement ne sont pas du tout des choix libres, n'est-ce pas? Ce qui est la thèse sartrienne des chemins de la liberté, Mhm. un de ses grands titres et une de ses grandes thèses. L'être n'est pas du tout libre. Et il a une nature biologique qui est en même temps une nature spirituelle. Parce qu'on ne peut pas penser autrement qu'avec son cerveau et ses nerfs. Mhm. On est le résultat d'un système nerveux donné. Et puis, il y a des gens intelligents, il y a des gens stupides, il y a des gens doués pour le tennis, il y en a d'autres qui sont incapables de lancer une balle, ce qui est mon cas d'ailleurs. Euh, je veux dire, vous n'expliquez pas un grand pianiste ou vous n'expliquez pas Beethoven par un choix moral, ou une responsabilité Absolu. à un moment Mhm. donné. Enfin, Mozart n'avait pas la carte du parti. Bon, Sartre non plus d'ailleurs. Sartre accompagnait le parti, voilà, mais avant de découvrir Mao. Et non, mais je suis méchant, mais c'est vrai que l'existentialisme sartrien, qui n'est d'ailleurs pas celui de Heidegger dont il s'inspire, euh, je crois que c'est quand même un cul-de-sac, personnellement. Mais enfin bon, ça c'est. Oui, moi. Mais il a l'immense avantage par rapport à un certain nombre d'autres systèmes philosophiques du Mhm. XXe siècle euh, de nous renvoyer à l'homme en tant que tel, Mhm. de ne pas traiter l'homme en... Il part de l'homme, voilà, Mhm. comme déjà au XIXe siècle, Kierkegaard, etc. N'est-ce pas? Enfin bref, en 2 mots simplement, pendant des siècles, pratiquement depuis les origines, jusqu'au 19e, y inclus, ou en tout cas une partie du 19e, l'idéalisme allemand, la philosophie s'occupait de l'univers, de Mhm. Dieu, de l'ordre général et cosmique, Mhm. et de ce qui en découlait pour l'homme. Et avec des gens comme au 19e siècle, Kierkegaard, et puis alors au 20e, enfin, il y a eu Husserl, Heidegger, et puis Sartre et compagnie, Merleau-Ponty si vous voulez, tout ça. Euh, Là, nous avons affaire à une philosophie qui part de l'homme et qui met l'homme au centre et qui s'intéresse à l'humain et aux pratiques, etc. Voilà. Social et politique, voilà. Pratiques et qui mène au social et au Mhm. politique, oui, oui, oui. Avec plus ou moins de pertinence ou d'impertinence, n'est-ce pas? Parce qu'il faut quand même dire que les choix politiques de Sartre n'étaient pas pertinents, n'est-ce pas? Et ça le menait même d'ailleurs sur un plan moral à des décisions intellectuelles hautement contestables, n'est-ce pas? Par exemple, d'accepter l'invasion de la Hongrie en Mhm. C'est 1956 ça. par les tanks soviétiques, avec cette formule immortelle, il ne faut pas désespérer Billancourt. Ce qui d'ailleurs témoigne d'un paternalisme Mhm.
d'un snobisme, d'une certaine. Bon, pas oublier qu'il était de la même famille qu'Albert Schweitzer. Mm. Enfin bon, et il était de la grande bourgeoisie, voilà, et Peut-être en la termes morale. oui, en termes de conclusion, il reste peut-être 10 minutes. Quelle place on pourrait donner aujourd'hui? Quelle place on pourrait imaginer à la morale? Parce qu'aujourd'hui, ce mot, même morale, a un côté un peu désuet, ouais. Alors qu'aujourd'hui, peut-être, ça nous renvoie peut-être à un manque de valeurs partagées. Oui. Vous faisiez référence aussi à une certaine grandeur de l'homme ou une certaine grandeur des sociétés. Euh, comment enseigner la morale, parce que si vous voulez, il reste le catéchisme pour certains, il reste peut-être pour les autres les cours d'éducation civique, pour les plus chanceux et qui le souhaiteraient, les cours de philo à l'Uni. Je vous provoque un peu. Quelle place on peut bien faire à la morale si on veut lui donner une importance, si on veut lui donner oui, une importance au centre de la vie sociale. Oui. Vous savez, je n'ai pas la réponse. Je peux simplement dire que il me semble utile, dès l'école primaire, de faire comprendre, pas d'édicter, de faire comprendre l'intérêt. Là, Mm. il y avait au XVIIIe siècle un philosophe qui a fondé ce qu'on appelait l'utilitarisme, n'est-ce pas, qui estimait qu'on fondait la morale sur ce qui était bon pour soi-même et les autres, Mm. et qu'il fallait comprendre que si on se comportait mal, en fait, ça se retournerait contre nous-mêmes. Mhm. Donc voilà, c'est une forme un peu utilitaire, mais c'est peut-être pas mal comme mode d'éducation. Mhm. Faire comprendre aux enfants quel avantage il y a à se comporter plus ou moins bien envers les autres. euh, Il y aurait quand même un sujet qui serait intéressant, ce serait la solidarité. la Solidarité. solidarité, qu'une certaine solidarité. D'un autre côté, personnellement, je crois qu'il est utile que les garçons se battent dans une cour d'école. Euh, Ah je- bon. oui, 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 Mhm. oui. Je crois que c'est absolument nécessaire aussi euh, de se connaître et de se reconnaître en tant qu'être combatif. Les Ça, femmes ne seraient pas bah combatives. bien sûr, ils le sont Ah, tout donc autant. Et on- d'ailleurs, en mal, on le voit très très bien, c'est un signe de l'émancipation, puisque Mhm. c'est un des problèmes d'école actuellement. Quand deux filles s'écharpent l'une l'autre, c'est bien pire que quand deux C'est deux garçons se garçons. Ouais. boxent. Euh, elles vont plus loin. En général, elles ont des griffes plus acérées. Mais, C'est votre expérience personnelle. mais non, mais je veux dire, apprendre à vivre, c'est aussi se connaître soi-même, en bien comme en mal. Et l'éducation, c'est au fond d'apprendre à gérer ça, à se gérer soi-même avec ses qualités et avec ses défauts, sur la base de certaines choses comme par exemple aussi la solidarité, Mhm. la coopération, euh, l'esprit d'équipe, si j'ose dire. Mhm. Dans ce sens-là, peut-être que le football est même utile. Mhm. Ça dépend de la Certainement. manière dont on le coach. Et comment on le défend, et comment on le Et valide. voilà comment on le valide. Y inclut avec les règles qui sont importantes, n'est-ce Mhm. pas? Et peut-être que cette éducation sportive est une manière d'inculquer une certaine morale. Oui, mais alors, puisque vous me dites ça, moi j'ai une petite question un peu anecdotique comme ça qui me mord les lèvres. Alors, qu'est-ce que vous pensez de Federer qui vient de quitter le plateau de Paris, là, Roland de Garros. Roland-Garros? Il a gagné les deux premiers matchs au huitième de finale. Il s'est dit non, non, maintenant c'est bon.
Non, je suis prêt, je vais à Wimbledon. Alors, Je trouve qu'à 40 ans, ou presque, il a 38 ans, mhm. il en a parfaitement le droit. Le droit ou le droit moral? Oh, écoutez, oui, évidemment, Mhm. il a une responsabilité envers son corps, Mhm. qui n'est plus le corps d'un jeune homme. Il a eu des problèmes, il a eu 2 Ce opérations sont des du genoux, genou, oui, bien il a sûr. des problèmes de dos, etc. Et je comprends qu'ayant fait son début de grande carrière à Mhm. Wimbledon, il veuille aller là, Ouais. probablement terminer là. Écoutez, permettez quelque chose aux seniors. Euh, non, parce que je veux dire, en termes de tennis, c'est Mhm. déjà miraculeux Ouais. qu'il joue encore comme il joue. Moi, je ne peux Ouais. pas juger, je suis totalement incompétent, mais il me semble que c'est quand même un cas assez unique. Ouais, c'est sûr. Sampras s'est arrêté avant, etc. Personne n'a tenu aussi longtemps à un niveau pareil, alors qu'on lui permettait au moins ça. Surtout à un endroit où on a fait le sale coup de le faire jouer de nuit, Mhm. dans une salle fermée, devant le public, sans public, sans l'avertir d'avance, n'est-ce Mhm. pas? Mhm. Parce qu'il faut dire aussi que le comportement franchouillard des grandeurs du tennis français est aussi assez cavalier, disons-le comme ça. Il manque un peu d'élégance. Ça manque aussi un peu Non, d'élégance, oui. c'est sûr. C'est sûr. Et, bon, non, moi je trouve que c'est compatible avec la morale. Bon, Vous, s'il avait 20 ans, je dirais pas mais ça. vous pensez que moralement, il devrait se retirer maintenant après cette finale à Wimbledon, ou enfin cette. Écoutez, c'est à lui de savoir. Oui, je crois. Il ferait mieux de se retirer à un certain moment quand même. Avec un certain panache, c'est ça que vous voulez Ouais, dire. Ouais. bah, vous voyez la même chose chez des grands artistes Mhm. qui finissent mal. Ouais. Parce qu'à un certain moment, évidemment, ça baisse. Mhm. C'est magnifique d'arrêter au moment où on est encore plus ou moins au sommet. Plutôt que dans la descente Ouais, aux enfers. ouais, ouais, c'est ça. C'est Ouais. ça. Alors, merci Alexandre. Cela dit, excusez-moi, Oui. ça c'est pas une question de morale, c'est une question, oui, comment on évolue. Moi, je me souviens on m'a raconté, enfin, je connaissais quelqu'un, banquier, euh, qui, dans sa jeunesse, à un moment donné, avait été l'assistant d'un président de l'UBS, lequel président était déjà un peu âgé et lui disait, écoutez, quand vous vous rendrez compte que je baisse, avertissez-moi pour que j'arrête. Mhm. Il l'a fait. Il lui a dit, Herr Doctor S., Mhm. vous avez fait cette erreur, ça, vous avez oublié ceci. Résultat, il s'est fait foutre à la porte. Ah, le gaillard en question. Comme. Parce que quand, vous voyez, la morale, c'est très beau. Moi, je dis, par exemple, Mhm. quand je ne pourrai plus, je ne ferai plus telle ou telle chose. Mais je ne sais pas du tout ce que je serai à ce moment-là, parce que je ne me rendrai probablement pas Pas compte. contre, absolument. Donc, la morale a des limites aussi biologiques, quoi, Mhm. quelque part. Pardon, excusez-moi. Non, 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 non. Mais Euh, merci pour cette conclusion. Et puis, concluons sur la fragilité et la faiblesse de l'être humain mhm. qui mérite beaucoup de compassion Passion, c'est ça. Et d'indulgence. et d'indulgence. Merci. Merci d'avoir assisté à cette animation de Cité Senior. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et de laisser un like et un commentaire si elle vous a plu. Au plaisir de vous revoir tout prochainement.